Ils disent que le pire n'est pas la chute, mais ce qui vient après l'atterrissage. Vous venez de traverser ce qu'on appelle une mort de l'ego. Peut-être est-ce arrivé à travers un éveil spirituel, une crise qui vous a brisé, une rupture, un voyage psychédélique ou des années de lutte intérieure qui ont enfin atteint la surface. Peu importe comment cela s'est produit, vous l'avez ressenti. Votre ancien moi, cette identité à laquelle vous vous accrochiez si fort, s'est effondré. Il a disparu et pendant un instant, c'était paisible, presque libérateur. Mais maintenant, vous êtes coincé dans le silence, sans objectif, sans élan, sans un moi clair pour lequel lutter, juste cet espace vide où vous étiez autrefois. C'est là que la plupart des gens se perdent. On pense que l'illumination signifie briller éternellement dans une béatitude cosmique, mais la réalité est bien plus complexe, désordonnée, déroutante. Cela peut vous laisser étendu sur le sol de votre vie, essayant de vous rappeler pourquoi quoi que ce soit a encore de l'importance. Carl Jung, le psychologue suisse qui a redéfini notre compréhension de la psyché humaine, comprenait cette étape mieux que quiconque. Il appelait cela la mort de la persona, ce moment où le masque que nous portons pour la société tombe, révélant à quel point notre vie était dictée par la peur, le conditionnement, l'ego et la quête d'approbation. Mais il croyait aussi que cet effondrement n'était pas une fin, mais un commencement, la naissance de quelque chose de bien plus authentique que la persona ne l'a jamais été. Comment passer de cette phase creuse post-mortem de l'ego à une action inspirée et pleine de sens? Comment reconstruire sans retomber dans l'artifice? C'est ce que nous allons explorer. Et croyez-moi, il ne s'agit pas de devenir une machine de productivité. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Puiser dans une motivation au niveau de l'âme, celle qui n'est pas liée à la validation externe ou à l'identité, mais à la vérité. Carl Jung nous a laissé des indices précieux. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Car nous allons changer votre façon de voir la motivation, le sens et la guérison après la mort de l'ego. Je vous promets qu'à la fin, vous aurez un nouveau cadre pour avancer, non pas vers votre ancien moi, mais vers la version de vous qui se cachait sous tout cela depuis le début. C'est sur Nature One. Voici où la plupart des gens se retrouvent après une mort de l'ego, dans le vide. Pas exactement la dépression, pas vraiment l'apathie, c'est plutôt que rien n'accroche. Les choses que vous poursuiviez autrefois, succès, popularité, être quelqu'un, ne semblent plus réelles. Les objectifs sonnent creux, les affirmations semblent fausses, les tableaux de vision prennent la poussière. Vous ne manquez pas de motivation, vous manquez d'un moi à motiver. Jung disait que c'est à ce moment-là que nous avons le choix. Soit nous retournons à une ancienne identité, nous nous engourdissons, nous nous raccrochons à des objectifs superficiels, soit nous entamons le processus qu'il appelait l'individuation. C'est le chemin lent, parfois douloureux, de l'intégration de l'inconscient, de la découverte du soi avec un grand S et de la création d'une vie non pas à partir de l'ego, mais en alignement avec l'âme. Il écrivait « En chacun de nous, il y a un autre que nous ne connaissons pas. Il nous parle dans nos rêves et nous dit combien il nous voit différemment de la façon dont nous nous voyons. C'est le début de votre nouvelle direction, non pas par la force, mais par l'écoute. Soyons honnêtes, cette étape est terriblement confuse. Vous n'êtes pas paresseux, vous êtes en recalibrage. Vous prenez conscience de combien votre vie était bâtie sur la survie, non sur la souveraineté. Si vous êtes dans cet espace en ce moment, où rien ne semble urgent et où vos anciennes ambitions ne vous allument plus, ne paniquez pas. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes en transition. Jung ne croyait pas que l'inconscient vous abandonnerait. Il pensait qu'il envoie des messages, symboles, rêves, synchronicités, impulsions discrètes, pour vous guider vers votre prochain chapitre, mais il faut rester ouvert. Le nouveau moi ne peut être forcé, mais il émergera. Si vous aimez explorer les couches profondes de la vie et élargir votre esprit, abonnez-vous à La psychologie de Carl Jung pour ne jamais manquer un moment de clarté, de perspicacité et de vérité alignée avec l'âme. Vous êtes dans le vide post-mortem de l'ego, flottant dans cet espace étrange où les anciennes motivations ne fonctionnent plus et où les nouvelles ne se sont pas encore manifestées. Soyons réalistes, cette phase est étrangement épuisante. Vous ne faites pas grand-chose, mais vous vous sentez vidé. Vous voulez bouger, créer, construire quelque chose de significatif, mais c'est comme si votre corps et votre esprit ne s'accordaient pas. Tout semble lent, lourd, inutile. Voici le paradoxe.
Et si ce qui vous maintient dans cet état de stagnation n'était pas l'émotion elle-même, mais votre résistance à celle-ci? Cela semble contre-intuitif, je sais, mais chaque fois que vous vous sentez fatigué et que vous vous reprochez de l'être, vous ne vous reposez pas, vous luttez. Vous brûlez de l'énergie mentale en essayant d'être dans un état différent de celui où vous êtes. Et cette résistance, cet argument intérieur vous épuise. Ce n'est pas la fatigue, mais le combat contre la fatigue. Jung comprenait bien cette dynamique. Il disait « Ce à quoi vous résistez persiste, et même grandit ». Ce n'était pas juste une métaphore. Il parlait de l'ombre humaine, cette partie de nous que nous réprimons, jugeons et évitons. Lorsque nous résistons à ce qui est en nous, nous nous divisons, nous créons un conflit interne. Nous perdons de l'énergie à prétendre que tout va bien. Mais que se passe-t-il si vous arrêtez? Que se passe-t-il si vous vous autorisez à être fatigué, pleinement, si vous vous y abandonnez? Que se passe-t-il si, au lieu de vous blâmer pour votre manque de motivation, vous vous asseyez avec lui, vous respirez avec lui, vous l'écoutez? Vous commencez à ressentir ce qui se trouve en dessous, et quand vous cessez de résister à cet état soi-disant négatif, quand vous le laissez exister sans jugement, vous créez un espace pour qu'il se transforme. C'est là que les choses commencent à bouger. Prenons un exemple concret. Vous êtes allongé dans votre lit, rien ne semble excitant. Votre critique intérieure se réveille. Vous perdez du temps, vous devriez vous lever et faire quelque chose. Pourquoi êtes-vous comme ça? Mais si, au lieu de sombrer dans la honte, vous disiez « Je me sens paresseux en ce moment, c'est ok. Je vais le ressentir et ne pas essayer d'y échapper. » Vous constaterez que votre corps se détend, que la tension se relâche, que votre esprit s'adoucit. Et peut-être, pas toujours immédiatement, 1 heure plus tard, ou même 10 minutes plus tard, quelque chose remue, une petite étincelle, une pensée curieuse, une légère envie de bouger, de créer, d'aller marcher. Ce n'est pas une motivation forcée, c'est un élan organique. La vérité profonde, c'est que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. D'un état de conscience supérieur, elles sont simplement de l'énergie qui attend de se déplacer, de s'exprimer, de compléter son cycle. La tristesse n'est pas une faiblesse, c'est le corps qui traite le chagrin, la perte ou un besoin de libération. La colère n'est pas mauvaise, c'est souvent une vérité non exprimée qui cherche à protéger vos limites. La peur, c'est votre système nerveux qui essaie de vous garder en sécurité, peut-être de manière dépassée, mais il essaie quand même. Les enfants savent cela, observez-les. Quand ils sont tristes, ils pleurent fort, puis c'est fini. Quand ils sont en colère, ils crient, et 5 minutes plus tard, ils jouent comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de croyance sur leurs émotions. Ils ne les jugent pas, ils les ressentent simplement, jusqu'à ce qu'on leur apprenne le contraire. On leur enseigne que les bons garçons ne pleurent pas, que la colère est mauvaise, qu'il faut se calmer, être fort, ne pas être paresseux, et peu à peu, ils commencent à réprimer. Cette répression crée une ombre, cette partie inconsciente de notre psyché que Jung a étudiée toute sa vie. Elle contient toutes les émotions, impulsions, vérités et désirs que nous avons jugés ou reniés. Votre vrai pouvoir réside dans cette ombre. Votre créativité, votre passion, votre audace, votre authenticité, tout cela est enfoui sous les couches de « il faut » et « il ne faut pas ». Si vous vous sentez démotivé, fatigué, de mauvaise humeur, sans inspiration, c'est une bonne nouvelle, c'est votre carburant. Vous n'avez pas besoin de le réparer, vous devez le ressentir, et quand vous le faites, cela se transforme. Voici quelque chose de surprenant. Jouer avec le paradoxe peut allumer la créativité. Laissez-vous explorer cette idée. Et si ma paresse était ma muse? Et si vous écriviez un poème intitulé « Alimenté par la paresse » ou un essai nommé « Le pouvoir productif de ne rien faire » ? Et si votre tristesse devenait l'eau qui adoucit la pierre? Et si votre peur inspirait une histoire intitulée « Le courageux lâche » ? Imaginez à quel point cela semble artistiquement riche. Votre esprit adore les paradoxes, les contradictions, les choses qui ne collent pas tout à fait, car c'est là que réside la tension, et de cette tension naît un nouveau sens. Une fois que vous renversez l'étiquette, votre imagination s'illumine. Elle cesse d'essayer d'échapper à l'émotion et commence à danser avec elle. C'est la créativité à son essence. Pas la version polie d'Instagram, mais celle brute, réelle,
qui vient directement de l'âme. Jung dirait, c'est votre inconscient qui s'active, offrant des symboles, un langage, des métaphores pour vous aider à exprimer ce que l'esprit rationnel ne peut pas. La prochaine fois que vous vous sentez mal, ne luttez pas, écrivez, peignez, parlez à partir de cet état, laissez le paradoxe être le moteur. Votre résistance n'est pas votre ennemi, c'est votre artiste inexploité, et votre ombre tient le pinceau. Vous l'avez probablement réalisé maintenant. La voie à suivre après la mort de l'ego n'est pas de pousser plus fort, mais d'écouter plus profondément. Cela nous amène à l'un des concepts les plus puissants, mais aussi les plus mal compris de Jung, le soi. Pas votre titre professionnel, pas votre bio Instagram, pas même votre type de personnalité. Le soi, avec un grand S, est la totalité de qui vous êtes. C'est le plan de votre âme, incluant votre esprit conscient et votre ombre, vos blessures et votre potentiel. Ce n'est pas seulement qui vous êtes aujourd'hui, c'est qui vous étiez toujours destiné à être. Le soi veut vous guider, il veut grandir, évoluer, s'exprimer et créer à travers vous. Il envoie des messages constamment, des rêves qui semblent être des indices, des synchronicités étranges, des envies soudaines d'écrire, de bouger, d'appeler quelqu'un, des sentiments qui n'ont pas de sens logique, mais qui semblent vrais. Mais nous les manquons parce que nous sommes conditionnés à ne faire confiance qu'à la logique, à l'action, au résultat. La motivation issue du soi ne vient pas de la pression, elle vient de la résonance, de remarquer ce qui semble réel, même si c'est discret, de suivre une légère impulsion, pas une exigence bruyante. C'est difficile et il y a une raison à cela. La plupart des gens évitent leur ombre, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que ressentir, vraiment ressentir, peut donner l'impression de perdre le contrôle. Et perdre le contrôle semble signifier perdre pied. Vous savez que demain, vous devez aller travailler, gérer votre entreprise, être là pour vos enfants, votre partenaire, continuer à fonctionner. Alors, bien sûr, vous vous crispez, vous réprimez, vous vous armez de logique, de routine et d'un sourire forcé parce que vous avez peur que si vous lâchez prise, même une seconde, toute votre vie familière s'effondre. Ce n'est pas un échec, c'est de la survie, et c'est tout à fait légitime. Mais voici une vérité plus profonde. Ressentir votre tristesse, votre fatigue, votre colère, ne détruit pas votre vie, cela vous y ancre. Car sous toute cette tension se trouve votre vrai moi, qui attend d'être entendu. Rendons cela concret. Vous êtes dans le vide, vous vous autorisez à ressentir, à ne pas résister, et un après-midi, une étrange envie surgit. Vous voulez soudain réorganiser votre chambre, aller vous promener, ouvrir un document Google et taper quelques phrases qui n'ont pas encore de sens. Vous pourriez presque rejeter cette idée, penser que c'est idiot. À quoi bon? Mais ça semble léger, expansif. C'est le soi qui parle, suivez-le. Jung croyait que ce type d'intelligence symbolique, non linéaire, est là où réside l'or. Il appelait cela la fonction transcendante, le pont entre le conscient et l'inconscient. Quand vous laissez ces deux voies dialoguer, quelque chose de nouveau émerge, une direction qui n'est pas forcée, mais révélée. C'est difficile à faire confiance, surtout dans une culture qui traite le repos comme une faiblesse, l'intuition comme du superflu et la productivité comme la preuve ultime de la valeur. Vous avez été élevé dans ce système, alors bien sûr, vous doutez de vous-même. Vous pensez que ne rien faire est dangereux, que vous allez prendre du retard, que si vous ne trouvez pas tout de suite une solution, vous resterez coincé pour toujours. Mais la vérité, c'est que l'âme ne fonctionne pas avec des délais, elle fonctionne avec l'alignement. Quand vous commencez à honorer votre énergie, à écouter vos impulsions profondes, à faire de la place pour ressentir au lieu de toujours réparer, quelque chose change, lentement, puis soudainement. Vous recommencez à vouloir bouger, non pas parce qu'il le faut, mais parce que cela a du sens. Vous commencez à écrire, non pas pour être productif, mais pour exprimer quelque chose de réel. Vous vous reconnectez, non pas pour performer, mais pour créer des liens authentiques. C'est là que la magie commence. La motivation cesse d'être quelque chose que vous poursuivez pour devenir quelque chose que vous canalisez. Vous devenez un vaisseau pour le soi, pour la vie elle-même, pour cet artiste intérieur, inventeur, créateur de contenu, guérisseur, enseignant, bâtisseur. Peu importe ce qui se cachait sous les décombres de celui que vous pensiez devoir être. Demandez-vous,
Qu'est-ce que mon soi a essayé de me dire récemment? Si vous n'avez pas la réponse, tant mieux, cela signifie que vous écoutez. Vous vous demandez peut-être maintenant, d'accord, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Parce que la vie continue, les factures existent toujours. Le monde ne s'arrête pas juste parce que vous avez traversé une mort spirituelle et que vous commencez à vous éveiller à votre vérité. C'est là que nous bouclons la boucle, car voici une vérité que beaucoup de discours spirituels contournent. Vous avez toujours un ego et c'est ok. Jung n'a jamais dit que l'ego était l'ennemi. En fait, il croyait que le but n'était pas de le tuer, mais de l'intégrer, de l'aligner avec le soi. Votre ego est votre interface. Il vous aide à fonctionner dans le monde, à prendre des décisions, à poser des limites, à vous protéger quand c'est nécessaire. Il ne devient un problème que lorsqu'il prétend être tout ce que vous êtes, lorsqu'il se déconnecte de la source profonde. Le chemin n'est pas de choisir entre l'âme et la structure, mais de laisser votre structure servir votre âme. C'est là que la motivation prend une toute autre saveur. Vous ne bougez pas juste pour accomplir, vous ne construisez pas par peur de rester en arrière, vous créez parce que vous avez quelque chose à dire, quelque chose à donner, quelque chose qui vivait en vous, attendant un espace. Commencez petit. Laissez vos routines être empreintes d'âme. Laissez votre travail avoir un rythme. Laissez votre créativité avoir des cycles. Prenez soin de votre corps parce que vous l'aimez, pas parce que c'est une machine de productivité. Laissez votre emploi du temps avoir de la grâce. Vos matinées être douces si c'est ce dont vous avez besoin. Vos soirées être sacrées. Quand la résistance réapparaît, comme elle le fera, ne la combattez pas, demandez doucement. Qu'essaies-tu de me dire? Parce que maintenant, vous savez entendre la réponse. Vous avez rencontré la partie de vous qui n'a pas besoin de courir pour exister. Vous avez commencé à comprendre que la tristesse, la paresse, même la peur, ne sont pas des obstacles, mais des messagers. Ils portent les clés de votre prochain poème, de votre prochaine idée, de votre prochaine direction. C'est le cadeau de la mort de l'ego. Elle dépouille tout ce qui est faux pour que ce qui est vrai puisse enfin parler. Quand vous laissez cette vérité façonner vos actions, quand vous laissez votre ombre, votre silence, vos paradoxes informer votre manière d'agir, de vous présenter, de servir, vous devenez entier. Vous cessez de performer et commencez à vous exprimer. Vous arrêtez de pousser et commencez à vous aligner. Vous cessez de courir après la vie et commencez à la vivre, pleinement, sauvagement, doucement, dans toute sa belle contradiction. Ce n'est pas juste de la motivation, c'est de l'incarnation, c'est le soi, vivant dans le monde. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous le ressentez peut-être déjà, cette connaissance discrète, ce changement. Ce n'est pas bruyant, pas tape à l'œil, pas viral, mais c'est réel, et c'est assez. Si cela vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'un léger changement en lisant ceci, abonnez-vous et rejoignez un espace pour les penseurs profonds, les chercheurs d'âme et ceux qui en ont fini avec les faux-semblants. J'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle partie de ce texte vous a le plus marqué ou où vous en êtes dans votre propre processus d'éveil. Votre histoire compte et vous ne savez jamais qui elle pourrait aider.